Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le transfert thermique. Nous aborderons les points suivants, la notion de système, l'énergie interne, le transfert thermique et la capacité thermique. Prenons un corps. Non, pas ça! Quand je parle d'un corps en physique, je parle d'un système, c'est-à-dire l'objet que je vais étudier sur lequel je vais me focaliser. Tout ce qui est autour est appelé environnement et ne nous intéresse que par l'influence qu'il a sur le système. Regardons ce qui se passe dans le système. Les particules d'un système, quel que soit son état physique, sont animées d'un mouvement désordonné qu'on appelle agitation thermique. Cette agitation thermique correspond à l'échelle macroscopique à la température. Plus la température d'un corps est élevée, plus l'agitation thermique des molécules qui le constituent est importante et plus leur énergie cinétique microscopique est grande. Ben oui, leur vitesse est plus grande et l'énergie cinétique est l'énergie que l'on a du fait de sa vitesse. Ces molécules interagissent aussi entre elles. Il y a les liaisons chimiques, électriques, les interactions gravitationnelles, les interactions fortes ou faibles dans les noyaux. Tout un tas d'interactions que l'on regroupe sous le terme d'énergie potentielle microscopique. L'énergie interne U du système va être la somme de cette énergie cinétique microscopique et de cette énergie potentielle microscopique. Si on veut l'énergie totale du système, on va additionner l'énergie interne avec l'énergie mécanique, donc macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle. L'énergie mécanique qui correspond au fait que notre système se déplace ou chute pour simplifier. Mesurer une énergie n'est pas toujours chose facile, surtout pour l'énergie interne. C'est plus simple de mesurer la variation de l'énergie. On va se placer dans des cas où notre système ne bouge pas, donc son énergie mécanique macroscopique est constante. Seule son énergie interne va changer. On note cette variation ΔU. L'énergie interne va pouvoir changer soit par travail, avec un W comme work, qui est une forme d'énergie, soit par transfert thermique, qu'on appelle aussi chaleur Q. S'ils sont reçus par le système, travail et transfert thermique sont comptés positivement et négativement s'ils sont perdus. Si le système étudié est un radiateur électrique, par exemple, il reçoit un travail électrique, compté positivement pour le système, et cède à son environnement de la chaleur, comptée négativement. Intéressons-nous au transfert thermique. Dans quel sens va-t-il se réaliser? Si la température du système est supérieure à celle de l'environnement, le transfert thermique s'effectue du système vers l'environnement jusqu'à ce que les deux soient à la même température. Cette énergie sera donc considérée négative pour le système, positive pour l'environnement. Si la température du système est inférieure à celle de l'environnement, le transfert thermique s'effectue de l'environnement vers le système jusqu'à ce que les deux soient à la même température. Cette énergie est comptée positivement pour le système et négativement pour l'environnement. Réalisons une petite expérience. Nous avons 4 béchers surmontés d'entonnoirs remplis de glace pilée. Dans le premier entonnoir, on dépose un cylindre d'aluminium de masse M chauffé à 100 degrés Celsius. Dans le second, un cylindre de cuivre de masse également petit m chauffé à 100 degrés lui aussi. Dans le troisième, on place 2 cylindres de cuivre, chacun de masse petit m, chauffés tous les deux à 100 degrés Celsius. Dans le dernier, à nouveau un cylindre de cuivre, mais lui chauffé à 50 degrés Celsius seulement. Bien évidemment, de la glace va fondre. Chaque cylindre va céder de la chaleur à la glace pilée. On peut logiquement considérer que la quantité de liquide obtenue est proportionnelle à la chaleur transférée par les cylindres à la glace. Regardons l'expérience. Le premier, il faut pousser là. Ensuite, cylindre de cuivre. 2 cylindres de cuivre. Et enfin le troisième au bain-marie. La quantité de liquide n'est pas la même dans chaque bécher. Le bécher qui va nous servir de référence est le second. Un facteur expérimental a été changé pour chaque bécher. À partir de cette expérience, nous allons pouvoir déterminer de quoi dépend la chaleur ou énergie thermique transférée. Si l'on compare les béchers 1 et 2, à même masse et même différence de température, le type de matériau joue un rôle. L'aluminium avait manifestement emmagasiné davantage d'énergie que le cuivre. Si l'on compare les béchers 2 et 3, même matériau, même différence de température, mais la masse est doublée,
on remarque que la quantité d'énergie transférée est aussi doublée. Enfin, si l'on compare les béchers 2 et 4, même matériau, même masse, mais pas la même différence de température. Je parle de différence de température depuis tout à l'heure, mais rappelez-vous, ce n'est pas la température du système, ici le cylindre, qui est importante, mais l'écart de température entre le système cylindrique et son environnement glace pilée. La glace pilée est à la même température dans tous les béchers. Le facteur qui influence l'énergie thermique donnée par le cylindre à la glace est ici la différence de température entre les deux. La variation d'énergie interne égale à la chaleur transférée dépend donc de la masse, petit m, de C, la capacité thermique massique du corps, et de la différence de température, delta T. On peut aussi écrire, vous le voyez sur la ligne du dessous, Q égale m fois C fois delta θ. Donc T ou delta T correspond à la température en Kelvin, θ, lui, correspond à une température en degrés Celsius. La relation entre T et θ est T égale θ plus 273,15, mais ça ne change rien pour delta T et delta θ, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et là, vous me dites, mais dans cette formule, on parle de température finale moins la température initiale. Or, dans l'expérience, on compare la température du cylindre au départ et celle de la glace pilée. Vous nous avez menti. Bien non, je n'ai pas menti. On se réfère à la formule, bien sûr, et on remarque que la température initiale de notre système cylindre est la bonne, et que sa température finale est bien celle de la glace pilée, puisqu'il reste de la glace pilée dans le bécher. Regardons les autres termes. Delta U ou Q s'exprime en joules, on parle d'énergie bien sûr, et M s'exprime en kilogrammes. Et C dans tout ça. C s'exprime en joule kilogramme moins 1 Kelvin moins 1 ou joule kilogramme moins 1 degré Celsius moins 1. Petit c est la capacité thermique massique. Elle correspond à l'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'un corps pour élever sa température de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Cela correspond donc à l'énergie thermique qu'un kilogramme d'un corps emmagasine quand sa température augmente de 1 degré Celsius. C'est cette grandeur qui est plus importante pour l'aluminium que le cuivre, comme on l'a vu dans l'expérience. Alors, pourquoi est-ce que delta T et delta θ sont identiques? Kelvin et Celsius sont deux échelles qui sont décalées mais varient de façon identique. On passe de l'une à l'autre avec la relation T égale θ plus 273,15. Mais une variation de 1 Kelvin, et je n'ai pas dit 1 degré Kelvin, ça ne se dit pas, donc une variation de 1 Kelvin correspond à une variation de 1 degré Celsius. Ou, comme vous le voyez sur le schéma que vous avez là, une variation de 3 Kelvin correspond à une variation de 3 degrés Celsius. Si on utilise l'analogie des échelles, elles sont décalées, leurs zéros ne correspondent pas, mais les distances entre les barreaux sont les mêmes. Merci pour votre attention. Bonne révision à tous.